Tu te rappelles Crisis on Infinite Earths? Tu veux dire ce comique événement qui a à la fois introduit dans le monde des comics le concept de crossover de grande envergure entre tous les personnages de l'univers partagé et le concept de reboot de la continuité pour simplifier l'univers si cher à DC? Bien sûr, c'est une œuvre inoubliable, épique et grandiose, qui même indépendamment de son importance et de son influence dans l'histoire des comics, mérite son statut de grand classique, avec une bonne gestion des multiples factions impliquées, du rythme et de l'histoire. Oui, ce comique-là. Tu te souviens de la scène d'introduction? Oui, l'Anti-Moniteur est en train de détruire devant le paria impuissant tous les mondes parallèles de l'univers d'ici. Le premier qu'on voit disparaître n'est pas identifiable, le deuxième, si. Il s'agit d'Earth 3, le monde miroir, où les équivalents des héros d'ici sont les méchants et où Lex Luthor est un héros. Celui-ci essaye de trouver une solution pour évacuer son fils vers une réalité parallèle qui n'est pas encore éradiquée, pendant que les autres super, des vilains donc, tentent désespérément de sauver le monde et échouent. Et donc, quand tout espoir est perdu, Ultraman, l'équivalent de Superman, un tyran établi comme un méchant au-delà de toute rédemption, le pire des pires, ennemi redouté des héros dans les précédents comics, décide de consacrer ses derniers instants à lutter de toutes ses forces contre le mur d'antimatière pour, je cite, faire ce qu'il a fait toute sa vie, se battre jusqu'à la dernière minute. La scène est très forte et constitue une entame parfaite pour l'épopée qui s'ensuit. Et tu penses pas que la scène aurait été plus percutante si le personnage qui défie la mort aussi fièrement était un gentil? Non. Ça marche parce que c'est Ultraman, parce que, effectivement, comme il le dit, ce geste n'est pas out of character. Le fait de mourir avec dignité est cohérent avec le type de personnage qu'a été Ultraman. Et pourtant, Ultraman c'est un horrible personnage, un tyran qui se sert de sa puissance pour opprimer les plus faibles, un être sans scrupules, dénué d'empathie qui n'hésite pas à tuer et torturer si le cœur lui en dit. Et cet horrible personnage fait face à la mort avec une dignité exemplaire et d'autant plus admirable qu'elle ne contredit en rien ce qu'on sait du personnage et transforme dans ses derniers instants toute la négativité qu'il véhiculait en positivité. Bref, la mise en scène a fait le nécessaire pour qu'à cet instant, ce personnage Oni devienne le personnage préféré des spectateurs. C'est pas un troll de la part de l'histoire, ça? Non, Stan Lee qui crée un héros qui soit tout ce que la jeunesse détestait à l'époque de sa création, un riche entrepreneur qui fabrique des armes, et se débrouille pour amener ladite jeunesse à adorer ce personnage en le rendant victime d'un accident tragique, ça c'est un troll. La mort d'Ultraman, c'est une surprise efficace. La fiction est bourrée de surprises de genre où l'on voit un personnage doté de caractéristiques habituellement mises là pour le rendre détestable, mais qu'une raison X ou Y va transformer en caractéristiques attachantes. Des fois, comme dans le cas d'Ultraman, ce sont des personnages volontairement campés comme antipathiques dans un premier temps, jusqu'à un point du scénario qui va les rendre d'autant plus touchants et admirables aux yeux du spectateur qui n'a pas été préparé psychologiquement à se mettre à l'aimer. D'autres fois, les caractéristiques principales des personnages sont des clichés, ou des recettes trop usitées et généralement malheureuses, mais à cause d'un détail, d'un agencement particulier de ces caractéristiques, ces personnages parviennent à captiver et fasciner le public, d'autant plus efficacement qu'on remarque que les concepts qui les constituent devraient les rendre détestables. Ficelle et boulotte dans les livres Fantomette sont dans ce cas de figure. D'autres fois encore, les personnages sont juste miraculeusement repêchés par les auteurs à la dernière minute. D'une manière ou d'une autre, la surprise d'aimer ces personnages qu'on devrait détester devient un élément essentiel pour renforcer l'attachement qu'ils inspirent. Nous avons relevé les 10 qui nous ont semblé les plus remarquables et allons déterminer à chaque fois quelle est l'astuce qui a permis de transformer le pire en meilleur. Pour vous en exclusivité dans ces dessins animés là qui méritent qu'on s'en souvienne, voici notre top 10 des personnages qui, soit dans leur conception, soit dans leurs caractéristiques, soit dans leur développement, ont tout pour être insupportables, mais dont un petit détail va, par surprise, faire le personnage préféré des spectateurs. Préféré surprise numéro 10, Debbie dans la famille de la jungle. On va pas vous refaire la vidéo La famille de la jungle, c'était il y a pas si longtemps que ça. Mais rappelez-vous, cette série a à cœur de nuancer ses personnages au fur et à mesure des épisodes pour les rendre attachants. Elle y arrive particulièrement bien avec Debbie. Debbie, a priori, c'est la classique caricature d'adolescent superficiel obsédé par la mode et les garçons. Ce genre de personnage est très souvent utilisé pour mettre en valeur l'authenticité et la profondeur du personnage principal, qui a des préoccupations plus intelligentes comme la rigueur morale ou le salut du monde. Mais on ne tient pas sur la longueur avec un personnage d'ado superficiel idiot, alors soit on trouve un truc pour la rendre attachante malgré sa stupidité, soit il se révèle que l'ado superficielle est bien plus intelligente qu'il n'y paraît, mais qu'elle fait semblant d'être cruche pour avoir l'air cool. Avec Debbie, c'est pas exactement ça qui se passe. Déjà parce que Debbie n'a en fait jamais fait semblant d'être cruche. Ok, son magazine préféré s'appelle Jeune et Superficiel, mais n'étant pas entourée d'adolescents de son âge, elle n'a pas l'occasion de nous montrer comment elle se conduirait pour se faire accepter par ses pairs. Nous ne la voyons la plupart du temps qu'en compagnie de sa famille, avec qui les faux semblants ne serviraient à rien. Ce qu'elle est donc principalement, c'est râleuse, dénigrante envers sa petite sœur,
et révoltée vis-à-vis de ses parents. Si cette négativité ne nous la rend pas insupportable, c'est grâce à 3 choses. La première, c'est que le fait qu'elle n'ait pas les mêmes goûts que le reste de sa famille la rend assez indépendante et ça lui permet de vivre de son côté dans chaque épisode son aventure du jour, qui est souvent d'un genre assez différent de celle des autres personnages. C'est divertissant, surtout dans des épisodes de 20 minutes, par moments un peu trop longs pour une série humoristique comme La Famille de la Jungle. La deuxième, c'est que le mécontentement qu'elle manifeste est légitime. Sa petite sœur fait effectivement beaucoup de bêtises, et ses parents lui imposent un mode de vie qui la prive de toutes les activités et interactions sociales auxquelles elle aspirerait. La troisième, c'est que cette négativité est son seul véritable défaut. Debbie est parfaite sur tous les autres points. Par parfaite, entendez que la série fait en sorte qu'elle se montre admirable. Elle tire à l'arc avec habileté, compose de la musique avec talent, impressionne des jurys de grandes écoles avec son érudition, et tout ça avec un sang-froid et un pragmatisme à toute épreuve qui lui permettent d'être efficace sur le terrain. Pour une de la jungle, ses talents n'ont rien d'exceptionnel. Mais cette de la jungle-là a la particularité d'avoir ses caractéristiques malgré sa mauvaise volonté et sa rancœur constante. Le fait que cette perfection continue à se manifester en dépit de son attitude la rend d'autant plus impressionnante et fait que, de tous les membres de sa famille, c'est elle qui laissera la plus grande impression. Préférée surprise numéro 9, Guizdo dans Chasseur de Dragons. Lianshu l'aime beaucoup. On pourrait croire que c'est lui qui veille sur Guizdo, mais en fait, c'est souvent le contraire. C'est Lianshu qui me l'a dit. Guizdo a vraiment tout pour plaire. Il est vénal, dépourvu de scrupules, il s'intéresse aux femmes uniquement pour leur physique, il maltraite sa mascotte de compagnie, et en plus il est grincheux et a un physique ingrat. C'est un peu Daffy Duck. Pourtant c'est lui, plus que Lianshu, qui donne sa dynamique et son identité à la série. Plusieurs raisons à ça. La première et la principale est son rôle dans le duo. Malgré sa puissance, sa sagesse et son érudition, Lianshu ne pourrait pas survivre dans le monde cynique qui est celui de Chasseur de Dragons. Il est trop bon, trop pur. Guizdo, lui, est adapté à ce monde et peut empêcher Lianshu de se faire exploiter. Il l'exploite lui-même, non ? Ils vont leur duo comme une équipe de chasseurs de dragons, alors que concrètement, le seul qui chasse les dragons, c'est Lianshu. Guizdo, lui, se contente de beugler des invectives en restant prudemment en retrait. À première vue, oui, mais non. Lianshu n'est pas exploité. La notion d'exploitation impliquerait un non-consentement ou une absence de choix de la part de Lianshu. Guizdo est peut-être un petit peu escroc, mais il ne manipule pas Lianshu, c'est une relation de partenariat équitable qu'il y a entre eux. Tous ceux qui ont essayé de bosser en freelance savent que les contraintes sont pas si faciles à trouver. Et encore une fois, Guizdo est bien plus adapté que Lianshu au monde qui l'entoure. C'est surprenamment cynique de la part de la série de le reconnaître, mais le travail d'agent de Guizdo est aussi important que les talents de chasseur de Lianshu dans la survie du duo. En effet, le cynisme et l'opportunisme de Guizdo ne sont pas à côté de la plaque. Contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre en voyant son caractère impétueux et son étroitesse d'esprit, Guizdo est loin d'être un idiot. Il sait comment le monde marche, il sait comment le prendre. Si Lianshu est sage, Guizdo, lui, est intelligent. C'est en ça que leur relation est équitable. Il n'y en a pas un qui s'occupe de l'autre, chacun a ses compétences et c'est ensemble qu'ils survivent. En outre, leur attachement l'un pour l'autre est sincère. Guizdo ne laissera jamais tomber Lianshu quand il a des problèmes, et si dépourvu de scrupules qu'il soit, il ne dépassera jamais les limites morales posées par son ami. À vrai dire, ni Lianshu, ni Zaza, ni Janine ne souffrent réellement du comportement de Guizdo. À part peut-être Hector, mais c'est encore raisonnable. Ça aide. Ce qui aide aussi, c'est qu'on a du mal à le percevoir comme un escroc vu que le duo ne parvient jamais à se faire payer pour sa chasse au dragon. C'est secondaire. Daffy Duck, qui échoue souvent lui aussi, inspire pour cette raison une sympathie qui relève plutôt de la pitié. On a une sympathie plus sincère pour Guizdo, qui ne dépend pas de s'il va réussir à se faire payer pour le dragon que Lianshu a tué ce jour-là, pas plus que de ses rêves contrariés de petite ferme introduits dans la saison 2. Deuxième raison, Guizdo est drôle. Il fait des remarques acerbes, il relève les trucs incongrus, il râle contre les bizarreries du monde. Et il chante la Marseillaise. Réjouissez-vous, futurs collègues, votre heure de gloire est arrivée. Bref, il est drôle. Et en étant drôle, alors qu'il est à l'image du monde qui l'entoure, il rend le monde qui l'entoure drôle. Il fait qu'il n'est pas si désespérant de vivre dans cet univers post-apocalyptique peuplé de créatures magiques et dangereuses. Préférée surprise numéro 8. Ryoma dans Prince of Tennis. Je sais pas si ça compte. Ryoma, c'est le personnage principal, on est conditionné pour l'apprécier malgré son caractère de merde. Alors, je sais que les héros de manga, à part les idiots bienveillants comme Sangoku ou Gon, sont rarement des gentils gars, mais Ryoma, la mise en scène fait de son mieux pour qu'on se rappelle bien que c'est pas un personnage sympathique. Le personnage de Sakudo n'est introduit que pour ça, pour montrer qu'il est complètement insensible aux sentiments de la fille qu'il aime, et même méprisant envers elle sans le moindre état d'âme. Traiter froidement une fille qui n'intéresse pas passe encore, c'est pas si rare dans ce genre d'animé. Ryoma ne se contente pas de ça, il est aussi d'une arrogance incroyable.
Il n'a aucune indulgence pour ceux qui sont moins bons que lui, malgré le fait d'être conscient qu'il est un génie du tennis. Il se laisse à la rigueur aller à avouer qu'il s'est bien amusé quand quelqu'un l'a réellement mis en difficulté, mais il n'a aucun savoir-vivre, il n'hésite même pas à claquer la porte au nez des gens qui lui rendent visite. Dans Kuroko's Basket, les personnages qui sont comme ça sont les méchants, et leur défaite est l'enjeu de l'intrigue. Pourquoi devrait-on s'intéresser aux aventures et aux progrès de ce personnage? Pour 2 raisons. La première, c'est que son arrogance n'est pas mal placée. Il est réellement le meilleur. Il ne perd jamais avant son match fatidique contre Tezuka à la fin du premier arc. Mieux encore, il ne se contente pas de gagner. Il gagne de manière spectaculaire. Même en n'y connaissant rien en tennis, la mise en scène et le cœur antique font le nécessaire pour nous informer qu'on en a pour notre argent. Ces exploits suffisent à scotcher le spectateur devant son écran tant ils en mettent plein la vue. Bien sûr, ça implique qu'il soit invaincu. Lorsque le scénario implique que Ryoma redescende de son piédestal, la mise en scène est obligée de le réhumaniser un peu en lui faisant manifester un peu d'affection pour son chat ou pour Momoshiro. La deuxième raison, c'est que son arrogance a des limites. En dépit de son talent, réel et dont il a conscience, il est tout de même inférieur à son père et n'est du coup pas spécialement fier de son niveau. Il ne se sent pas à la hauteur de ses ambitions, il vise plus haut. Il y a une troisième raison, en tout cas dans les premiers temps de la série, avant le match fatidique et avant qu'on commence à montrer que Ryoma n'est pas aussi insensible qu'il le prétend. Son arrogance est bénigne, voire même profitable. Les gens qui reçoivent une bonne leçon de sa part la méritent amplement, et en avaient même grand besoin. Ce sont eux-mêmes des petits cons arrogants à qui le sentiment d'être talentueux est monté à la tête, et qui, du fait d'être forts en tennis, se sentent autorisés à maltraiter les autres. Les rencontrer permet à Ryoma de faire des exploits d'utilité publique. En outre, ses adversaires du jour permettent de montrer aux spectateurs ce que Ryoma n'est pas, malgré son arrogance. Dans leur confrontation, ça reste quand même assez clair que c'est Ryoma le plus sympathique d'entre eux. Le match contre Tezuka à la fin du premier arc, que Ryoma perd, a également pour but de nous intéresser à son cas. Bloqué entre des adversaires trop faibles et son père trop fort, il n'avait, avant de rencontrer ses camarades de Seigaku, pas de perspective satisfaisante de progrès. C'est dans le but de le faire sortir de l'apathie qui en résulte que son père l'a inscrit à l'école où il a lui-même appris le tennis. Et c'est également dans ce but que Tezuka a résolu de lui mettre une raclée pédagogique. Cette situation, même si elle est fondée sur le fait que notre héros est antipathique parce qu'il est trop doué, est touchante, et donc le personnage l'est aussi. Le personnage de Ryoma sert à démontrer que dans certaines circonstances, avoir conscience de sa propre valeur n'est pas un défaut. C'en est un quand on se surestime, quand on perd de vue ses limites, et quand on se croit autorisé à nuire à autrui du fait de sa valeur. Ryoma ne fait rien de tout ça, et son arrogance devient une vertu. Son sale caractère fait plus de bien que de mal autour de lui. Au fond, même Sakuno est plus heureuse de pouvoir l'admirer de loin qu'elle ne le serait si elle n'avait trouvé personne à admirer dans sa vie. Est-ce à dire que pour sauver un personnage aux yeux du spectateur malgré un caractère de base antipathique, il faut le rendre exceptionnellement doué dans ce qu'il fait? Non, on peut faire autre chose aussi. Préférée surprise numéro 7, Rigole dans Goldorak. Dans les saisons tardives de Goldorak, on se débrouille pour montrer que Rigole a pas mal de compétences utiles, une certaine forme de sagesse et un genre de badassitude bien à lui. Mais ce rattrapage est tardif. Dans ses épisodes d'introduction, il est petit, moche, ridicule, chatouilleux de la gâchette et complètement à côté de la plaque. Alors que des extraterrestres détruisent Tokyo tous les 2 jours, il rêve d'une amitié intergalactique et fait des grands signes vers le ciel dans l'espoir de se faire des amis d'une autre planète. Bref, il devrait être insupportable. Mais il crève l'écran. Il est la principale raison de regarder la série. Les épisodes ne seraient franchement pas pareils sans lui. Ah ouais, ça c'est un discours super objectif où je m'y connais pas. Ta gueule, je suis objective si je veux. Rigole est drôle, authentiquement drôle. Les gags qu'il implique ne sont pas exaspérants, il faut rire de bon cœur. Pourtant, à première vue, ce sont des gags de gros. Ce genre de gag qui se base sur l'humiliation d'un personnage est censé faire rire le spectateur parce qu'il n'est pas censé avoir d'empathie pour ce personnage. C'est là toute la différence. Rigole n'est pas humilié. La mise en scène fait le nécessaire pour qu'on ait de l'empathie pour lui. Et le gag est malgré tout drôle. Ok, avant de nous expliquer comment ça marche, dis-nous pourquoi tu trouves que Rigole n'est pas humilié. Il se prend toutes les gamelles qui passent et sa passion pour les extraterrestres déclenche des fous rires réguliers dans son entourage. Et tant qu'on y est, dis-nous en quoi la mise en scène fait en sorte qu'on ait de la sympathie pour lui. On le montre tirer sur ses enfants juste pour prouver qu'il sait le faire. 2 questions, une seule réponse. La présence de Rigole fait clairement du bien autour de lui. Le personnage principal de la série, Actarus, est un gros dépressif. Il a toutes les raisons de l'être, et si ça ne suffit pas, la série lui en rajoute au fur et à mesure. Les excentricités de Rigole, son espoir de nouer des liens avec les extraterrestres, la façon dont il couvre sa fille quand un garçon lui tourne autour, et la façon dont il chante Alouette, gentille Alouette quand il est bourré, je suis sûre que c'est ça qui chante en VO. Tout ça apporte clairement à Actarus la joie de vivre qui lui manque. Rigole n'est pas humilié parce qu'Actarus ne le trouve pas ridicule. On a de la sympathie pour lui parce qu'Actarus l'aime. C'est aussi simple que ça. Et du coup, les gags qu'il implique sont authentiquement drôles. Ils sont pas drôles parce qu'un personnage s'est fait mal. Ils sont drôles parce que, malgré l'invasion extraterrestre imminente, le monde tourne toujours. Il y a encore des pères qui chassent les prétendants de leurs filles à coups de fourche. Le fait d'avoir un personnage comique pour égayer la partie sitcom de la série avec des robots géants, Goldorak ne l'avait pas inventé.
Il y a déjà Boss dans Mazinger Z, qui est lui aussi un personnage surprenamment attachant compte tenu de son rôle dans l'intrigue. C'est pas pareil au final. Je crois pas beaucoup prendre de risques en disant que les intentions autour du personnage de Boss, c'est bien de faire des gags de gros. Mais que comme les auteurs n'ont pas jugé bon de rendre Koji Kabuto, c'est-à-dire Alcor, sympathique, et qu'à côté de ça, Boss se montre gentil avec les autres, courageux, prêt à se prendre toutes les gamelles qu'il faut pour protéger les autres, et tout de même assez compétent pour faire quelques actions admirables, on se retrouve tout de même à se demander pourquoi c'est pas lui le héros de la série à la place de ce petit enfoiré qui est le personnage principal. Regal, lui, évolue aux côtés d'un héros beaucoup plus sympathique. Actarus, sympathique. Il a certes quelques accès de violence sous l'effet de la mauvaise humeur. C'est un bel euphémisme. Disons alors qu'il a pas mal de circonstances atténuantes. Il a quand même rien à voir avec le Alcor de Mazinger Z. Il agit mal par inquiétude pour autrui, là où Alcor agissait mal par immaturité. Et les bienfaits que lui apporte sa relation avec Regal sont ce qui fait briller Regal. Mettre un personnage comique aux côtés du héros, c'est comme mettre une mascotte. C'est un pari risqué, mais bien utilisé, ça peut être très efficace. D'ailleurs, puisqu'on parle de mascotte... Préférée surprise numéro 6, le poisson Jeffrey dans Sous les mers. Oui, nous sommes un peu frustrés d'avoir dû annuler notre vidéo sur Sous les mers, alors on en met partout. On l'aurait mis de toute façon, Jeffrey a complètement sa place dans ce top 10. Comme je viens de dire, Jeffrey est une mascotte. Une mascotte, c'est casse-pipe. Le fait de mettre un animal aux côtés du héros pour qu'il puisse monologuer, c'est vieux comme le monde, mais de deux choses l'une. Soit l'animal est exceptionnellement intelligent et ça mettra à l'épreuve la crédibilité de l'intrigue, sans compter que, allons, disons-le franchement, c'est un peu bébête comme concept. Soit l'animal est vraiment con comme un animal et devient un boulet pour l'intrigue. Soit l'animal, c'est Jeffrey. Bon, la recette Jeffrey ne marche pas à cause de Jeffrey lui-même, mais à cause de la relation entre Jeffrey et Antaeus. Un peu comme Regal qui marche comme membre du supporting cast d'Actarus. Avec Jeffrey, ça va plus loin. Vu que Jeffrey est juste un poisson, relativement passif et qui ne communique pas, Jeffrey c'est Randy Biman combiné avec Ferb. C'est Ent, son maître, qui nous raconte combien il est badass, et Jeffrey se contente de ne rien faire qui entre en contradiction avec les assertions de Ent. La série finit par lui faire des choses un peu substantielles qui confirment l'importance qu'Ent lui prête, mais au départ on ne sait pas si Jeffrey est con comme un vrai poisson ou intelligent comme un humain avec un skin de poisson. Et on s'en fiche un peu à vrai dire. L'enthousiasme de Ent est juste contagieux. On accepte de le croire quand il dit que c'est Jeffrey qui sauve la situation, même quand c'est clairement plus un effet des circonstances. C'est un gag qui crée une connivence entre le spectateur et le personnage. On accepte d'être complice de ce jeu. Le fait que Jeffrey soit trop mignon, ça aide aussi. Regarde-moi ces adorables petits yeux, qui y résisterait? Et dire que tu critiques mes notions de mignonitude. Je connais des personnages animaux qui n'ont même pas leur mignonitude pour les faire briller et qui arrivent à briller quand même. Ah ouais, qui ça? J'espérais que tu me demandes. Préférée surprise numéro 5, le roi Julian dans la série Roi Julian, l'élu des lémurs. Quand j'ai entendu parler de la série Roi Julian, l'élu des lémurs, je me suis dit, y a pas moyen que ce soit bon. Comme on se trompe des fois. Non mais parce que Julian, dans la série Les Pingouins de Madagascar, il marche grâce aux pingouins. Il sert de contrepoids au sérieux et à la rigidité du commandant. Si vous n'avez jamais vu la série Roi Julian, l'élu des lémurs, et que vous ne connaissez le personnage que par les films ou la série des pingouins, vous n'êtes pas prêts, croyez-nous. Pas besoin de s'attarder sur les éléments les plus inimaginables du scénario, parce que oui, c'est une série à scénario. Le personnage de Julian lui-même est campé de manière inattendue. Même pas, Julian est ce qu'il a toujours été. Distrait, inconséquent, irréfléchi, imbu de lui-même et soucieux avant tout de faire la fête et d'avoir des serviteurs qui cèdent à ses moindres caprices. Comment on sauve un personnage comme ça? En le faisant roi. Je veux dire réellement roi. Pas persuadé d'être le roi dans un zoo dont les habitants ne reconnaissent en réalité pas son autorité. Non, en le faisant roi d'un pays qui n'a connu jusqu'à présent que des tyrans assoiffés de sang, des esclavagistes ou autres despotes, et à qui l'arrivée d'un nouveau roi décidé à fonder une civilisation de luxe et de loisirs est la meilleure chose qui pouvait arriver. Ça ne suffit pas sur la longueur. Au bout d'un moment, il faut bien faire en sorte que le personnage soit quand même un peu sympathique. Du coup, au bout d'un moment, il l'est effectivement. Il est réellement attaché à ses sbires, qu'il maltraite avec indifférence au début ou dans les autres séries. Il fait un long discours touchant au mariage de sa chef militaire, et sa bromance avec Maurice est poussée à outrance, il y a même une chanson. Ah, écoutez en VO la chanson. On a connu des pires VF, mais quand même... Morty est mieux traité dans cette série qu'il ne l'est dans les autres. Pas par le roi, bien sûr. Morty continue à s'en prendre plein la gueule. Mais c'est un monstre immortel, vicieux et dérangeant qui ne mérite pas beaucoup mieux. Son traitement par le roi Julian paraît plus adéquat dans ces conditions. En plus d'être attaché à ses proches, le roi Julian est prêt à se mettre en danger pour les protéger. Et il prend très au sérieux ses responsabilités de roi, il veut vraiment que son peuple vive heureux. Ajoutons que ce qu'il dit de stupide dans les autres séries n'est pas si stupide au final. Bon, on saura pas si les dieux du ciel existent réellement, mais son ananas conseiller est finalement réellement doué de sagesse, à part qu'il perd tout son argent au jeu contre une pastèque avec l'esprit de Stephen Hawking. Je vous ai dit, vous êtes pas prêts. Il y a des moments où il a surtout la chance d'avoir le scénario de son côté. C'est un peu comme Jeffrey. Il n'est pas forcément compétent, mais quand quelqu'un est persuadé qu'il l'est, il a la chance que rien ne vienne contredire cette assertion.
Grâce à tous ces éléments combinés... Me voici, moi, le capitaine Planète. Non. Grâce à tous ces éléments combinés, Julian est l'homme de la situation. Car la situation était tellement absurde, tellement hors de contrôle, tellement déjantée, que seul un Julian pouvait la débloquer. Et c'est comme ça qu'on sauve le personnage du début à la fin de la série. Du début à la fin de la série, oui. Parlons un peu des personnages qui brillent surtout par leur fin. Préférée surprise numéro 4, Lex Luthor dans la Ligue des Justiciers. Parce qu'Ultraman c'est un personnage de comique et qui pouvait pas être dans ce top 10. Le cas de figure est peut-être similaire, mais c'est pas tout à fait le même. Au fond, je sais pas. Soyons honnêtes, on a lu pas mal de comics, mais notre domaine c'est surtout les dessins animés. Nous n'avons pas forcément lu assez de comics du Silver Age avec Ultraman pour juger correctement quel personnage était Ultraman avant sa mort. Par contre, nous connaissons bien le DC Animated Universe. Nous pouvons juger pourquoi la mort de Lex Luthor à la fin de la série La Ligue des Justiciers est une scène aussi impactante, si ce n'est plus que la scène d'introduction de Crisis on Infinite Earths. Le truc, c'est que Lex Luthor brille de toutes les manières possibles. Il brille en tant que méchant parce qu'il ne se laisse jamais démonter par rien, Désolé de vous décevoir, mais nous avons déjà un laveur de carreaux. et qu'il est complètement honnête dans sa méchanceté. Il ne cache ni à Superman ni à lui-même que ce qu'il déteste autant chez le Kryptonien, c'est qu'il existe quelqu'un d'aussi puissant et que son pouvoir ne corrompt pas. Il brille par son sens stratégique à toute épreuve aussi. Il a un plan prêt pour toutes les situations, il brille par son obstination à atteindre ses objectifs quels que soient les obstacles et les imprévus, mais c'est pas de ça qu'on veut parler. Non. Nous, ce dont nous voulons parler, c'est de sa mort. Après avoir passé 2 séries et 8 saisons à en faire voir de toutes les couleurs au monde entier et à tous les héros possibles, Lex Luthor se voit offerte par Metron la possibilité de sauver le monde et anéantir Darkseid au prix de sa vie. Et il accepte. Parce qu'il se rend bien compte que c'est le truc le plus cool qu'il pourra faire de son existence. Comme pour Ultraman, l'impact de ce geste est d'autant plus fort que c'est un geste positif fait par un personnage négatif sans que cette positivité n'entre en contradiction avec la négativité précédente. Comme Ultraman, Lex Luthor ne meurt pas de manière out of character. On lui offre l'opportunité d'avoir le dernier mot, de faire le geste ultime, de dominer celui qui domine l'univers, et cela lui paraît un enjeu suffisamment méritant pour valoir le sacrifice de sa propre vie. Le fait que tout ce qui avait fait du personnage un véritable danger jusqu'alors fasse de lui celui qui sauve le monde, et ce sans que ce soit à proprement parler une rédemption ou une remise en question de ses actes passés, car encore une fois il le fait en costard, excusez du peu, parce que ça lui donne la classe, c'est un message très fort. Ça donne raison aux héros de la Ligue des Justiciers de pas tuer leurs ennemis, n'est-ce pas ? On ne sait jamais quand l'un d'eux va finalement sauver le monde, même en restant le même connard qu'il a toujours été. Le pire c'est que c'est pas la première fois que Lex Luthor sauve le monde en tant que super vilain. Et contrairement à Ultraman qui se contente de mourir avec dignité, Lex Luthor donne sa vie. Ses intentions n'étaient pas forcément nobles, il y a clairement une grande part d'arrogance dans ce choix, mais cette arrogance est à l'origine du salut du monde. Pour en arriver à ce résultat, il a fallu que tout du long des 2 séries, les héros gardent en tête que même Lex Luthor devait être protégé. Bon après, comme on a dit, Lex Luthor brillait déjà en tant que méchant, un peu comme Xanatos dans Gargoyles. Alors parlons plutôt de personnages que la mise en scène rend insupportable pour préparer le moment du scénario où toutes ses failles et ses erreurs rendront d'autant plus touchante son attitude dans l'épreuve. Préférée surprise numéro 3, Vera dans Scooby-Doo Mystère Associé. Si vous n'êtes pas prévenu, vous aurez beaucoup de mal à regarder les premiers épisodes de Scooby-Doo Mystère Associé. À cause de Vera. Vera est insupportable avec son petit ami. Elle l'aime bien, probablement pour de très bonnes raisons, mais comme elle n'est pas sûre d'elle et qui ne présente pas assez bien, elle essaye à tout prix de le transformer en quelqu'un de plus chic, de plus montrable, mais surtout en quelqu'un qu'il n'est pas. C'est déjà impardonnable en soi, mais le pire c'est que les efforts qu'elle exige de lui, elle n'a pas l'intention de les faire elle-même. Si vous êtes sensible à ce genre de choses, vous risquez vraiment de décrocher de la série juste à cause de ça. Car la voir se conduire aussi mal, aussi impunément, c'est vraiment insupportable. Alors nous vous le disons, tenez jusqu'à l'épisode 10. À l'épisode 10, Vera se prend la réalité en pleine poire comme ça lui pendait au nez depuis le début de la série vu son attitude, et ça malgré la blessure que ça va lui laisser même après qu'elle ait rencontré quelqu'un d'autre qui lui convient vachement mieux, c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Le fait de se retrouver seule et obligée de se remettre en question lui permet de devenir une meilleure personne et une enquêteuse encore plus efficace. Ça c'est In-Universe. Ce qui m'intéresse de relever dans cette histoire, c'est que le plaisir que nous avons à suivre Vera dans son évolution, ses enquêtes, sa nouvelle histoire d'amour avec Marcy... Miso de boudin. Marcy ? Bref, tout ça serait bien moins agréable à suivre, bien moins réconfortant, bien moins impactant si nous n'avions pas commencé par passer 10 épisodes avec une Vera que ses insécurités poussent à se conduire de manière odieuse, et qui a bien besoin de recevoir une bonne leçon de la vie, souffrir, dépasser ses blocages pour survivre, apprendre et aller de l'avant. C'est l'histoire d'un personnage qu'on a vraiment vu être mauvais et qu'on voit réellement devenir meilleur. On ne se contente pas de nous dire qu'il a progressé, on nous montre ses progrès. Après, était-il indispensable que sa mauvaise période dure 10 épisodes? J'en sais rien, mais le grand nombre d'épisodes que ça a duré aide à rendre Vera plus impactante.
En tout cas, la transition entre le moment où elle est insupportable et le moment où elle est touchante est brusque. Parfois, la transition est plus lente et plus subtile. Préférée surprise numéro 2, Ambrosius dans Les Mystérieuses Cités d'Or. Quand j'ai entendu dire que dans les saisons tardives des Mystérieuses Cités d'Or, il y avait un super vilain façon Tyrone de Code Lyoko Evolution, je me suis dit, il y a pas moyen que ce soit bon. Comme on se trompe des fois. Non mais parce que les Mystérieuses Cités d'Or, c'est comme Code Lyoko. Il faut pas qu'il y ait un super vilain adulte comme méchant principal. Il peut y avoir des méchants occasionnels comme Pizarro ou Gomez, mais il faut qu'il reste raisonnable, réaliste, sobre. La prophétie des Cités d'Or se suffirait à elle-même, comme fil directeur, si les personnages ne l'avaient pas oublié en cours de route. Un type habillé en Dark Vador et qui devient l'antagoniste principal, ça peut pas marcher, c'est pas le bon type d'histoire. Sauf que finalement, Ambrosius n'est pas le méchant principal. En fait, il est à peine un méchant au bout d'un moment. Ok, sa présence permet d'introduire le désastreux passage du côté obscur d'Esteban, mais le dit passage du côté obscur n'ayant aucun intérêt scénaristique ni esthétique, Ambrosius cesse assez rapidement de réellement servir en tant que méchant. Il est l'autre force en présence, capable de perturber les héros pendant qu'ils s'occupent du vrai sujet, et voilà tout. On exagère un peu. La rivalité d'Ambrosius avec les enfants dans la course aux Cités d'Or est effectivement très importante dans la dynamique de la série, et si on doit considérer qu'elle a un méchant principal dans ces 4 saisons, ce méchant c'est lui. Et effectivement, une des choses qui sauve le personnage est que ce n'est au final pas lui le vrai danger qui menace le monde. Une des choses, mais pas la principale. La principale, c'est sa relation avec Tao. Tao est passionné par les sciences et la technique, et particulièrement fasciné par la civilisation de Mu, exactement comme l'est Ambrosius. Ils ont tous les deux les mêmes centres d'intérêt et le même niveau d'intelligence qui leur permet de grandes et passionnantes conversations à ce sujet. Leur affection l'un pour l'autre se développe avant que les héros ne découvrent que c'est Ambrosius qui se cache sous la capuche de Zarès, mais même après ça, Tao est réellement le fils qu'Ambrosius a toujours rêvé d'avoir, et Ambrosius le père de substitution dont Tao aurait besoin. Mais Ambrosius est un méchant très méchant, et rien ne le changera. Tao est honorable et bon, et rien ne le changera non plus. C'est complètement inconciliable. À l'instar des 10 épisodes de Scooby-Doo Mystère Associé où Vera est insuportable, l'inconciliabilité de la situation est indispensable. S'il était possible de convaincre Ambrosius de devenir bon, on y perdrait non seulement une situation poignante et tragique au profit d'une intrigue beaucoup plus classique, mais l'authenticité des sentiments de Tao et Ambrosius ne serait pas prouvée de manière aussi incontestable. Elle existe malgré une divergence philosophique profonde, et malgré les efforts des deux protagonistes pour ne pas l'écouter. Donc il s'agit d'un vrai amour père-fils, élève-mentor, si fort que les personnages ne peuvent pas le faire taire. Il n'y a aucun moyen de donner à cet amour une issue heureuse, mais en même temps, c'est son existence en dépit de l'impossibilité d'une issue heureuse qui le rend émouvant. Et du coup, le personnage est rendu sympathique ? Même pas. C'est un mégalomane hystérique, méprisant et cruel. Ok, ce caractère imbuvable est rendu appréciable par le fait que sa mégalomanie s'accompagne d'un sens du monologue qui rend ses délires de grandeur très jouissifs à voir, mais non, le personnage n'est pas sympathique. Du tout. Et malgré ce caractère antipathique, son amour pour Tao est touchant. Même quand il essaye de se débarrasser de ses sentiments en piégeant Tao pour provoquer sa mort. Parce que malgré ça, il ne peut pas s'empêcher d'espérer qu'il s'en sorte. Du coup, on a quand même de l'empathie pour cet odieux personnage, et on est satisfait de le voir survivre à tout. Sans doute parce qu'il nous donne la promesse que même les cœurs les plus cruels sont capables d'aimer d'un véritable amour. Et en parlant de véritable amour... Préférée surprise numéro 1, Jean-Jacques Leroy, JJ, dans Yuri on Ice. Yuri on Ice a été plutôt une déception pour nous. Les personnages principaux sont assez creux, ce qui est embêtant puisqu'on est censé s'émouvoir de leur histoire d'amour. Le héros n'a pas grand chose de captivant, ce qui est embêtant parce qu'on est censé suivre l'histoire de sa résurrection après son plus gros échec. Et la plupart des personnages secondaires sont insupportables. Mais il y en a un qui justifie à lui tout seul que la série existe, et qui est d'ailleurs la principale raison pour laquelle ce top 10 a été fait. Pourtant, a priori, JJ est le plus insupportable de tous les adversaires affrontés par le personnage principal. Et c'est quelque chose, parce que dans les adversaires en question, on a un gars qui est amoureux de sa sœur, et un qui se masturbe pendant son numéro de patinage. Mais tout est fait pour que JJ sorte du lot en matière d'antipathie. Parce qu'il est incroyablement imbu de lui-même, persuadé d'être le meilleur, et entouré de fans qui sont eux-mêmes persuadés qu'il est le meilleur. La chanson sur laquelle il fait son numéro est une chanson qui clame qu'il est le meilleur, qu'il est le roi, et il est super fier d'avoir eu l'idée de faire composer cette chanson. Ben non, il l'a pas composée lui-même, qu'est-ce que vous croyez ? Si c'est insupportable à voir, plus insupportable que le mec qui se masturbe sur la glace, plus insupportable que le mec qui voudrait épouser sa sœur, c'est parce que notre héros, Yuri, à qui on s'intéresse un peu quand même parce que c'est le personnage principal, est en train de se remettre avec difficulté du traumatisme de la précédente compétition, où il s'est particulièrement humilié en ratant son numéro à cause d'une poussée de stress due à son manque de confiance en lui. Autant dire que voir sa guérison compromise par ce petit con persuadé d'être le meilleur, pas discret du tout dans sa façon d'être persuadé d'être le meilleur et à qui tout le monde confirme qu'il est le meilleur, ça saoule grave. Et donc arrive la scène.
À la compétition la plus importante, bien entendu, sinon ce ne serait pas aussi impactant. Donc JJ, persuadé d'être le meilleur, pas discret sur le fait qu'il se croit le meilleur et à qui tout le monde dit qu'il est le meilleur, monte sur scène pour son heure de gloire qu'il a annoncé pendant toute la série. Série qui ne fait que 12 épisodes, mais croyez-moi, ça paraît long quand les personnages sont insupportables. Et là, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui lui tombe dessus? La putain de montée de stress qui a paralysé Yuri à la compétition précédente! En dépit de sa vantardise, JJ est parfaitement conscient de la valeur de ses adversaires et parfaitement conscient de la part de chance qu'il y a dans chaque compétition. Il a parfaitement conscience qu'il peut perdre la face à tout moment. Et c'est là, maintenant, au moment le plus important, que ce sentiment brise toutes ses barrières de protection et a raison de lui. Et voilà JJ qui se met à enchaîner les erreurs. Des erreurs indignes de lui, indignes du meilleur, des erreurs de débutant. La peur le paralyse. Il essaye de s'en défendre. Il essaie de se convaincre que c'est que finalement il n'a pas envie de gagner, il s'en fout. Mais le numéro continue et les erreurs continuent. Et là, c'est beau. Là, c'est vraiment beau. Dans le public, la fiancée de JJ, ses fans ont compris que c'est trop tard, que leur idole ne pourra pas remonter au score. Alors, dans un mouvement spontané, ils se mettent tous à applaudir et à entonner ensemble la chanson qui accompagne le numéro. Ils sont en larmes, non pas parce qu'ils sont déçus, mais parce qu'ils compatissent à la déception de JJ. S'ils l'aiment, ce n'est pas parce qu'il gagne toujours. S'ils l'aiment, c'est parce qu'il est talentueux. Il l'aime malgré son incapacité à résister à cette montée de stress qui vient de lui tomber dessus. Il l'aime sincèrement, pour de vrai. Il l'aime dans la défaite. Et à ce moment-là, à ce moment précis, nous, spectateurs, nous l'aimons aussi. Nous l'aimons parce que tout ce qui nous l'a rendu antipathique était un malentendu. Nous l'aimons parce qu'il est humain, vulnérable, et que sa vantardise n'était qu'une stratégie pour y faire face, au même titre que l'amour de Yuri pour Victor est sa stratégie pour ressusciter. Nous l'aimons parce que nous l'avons détesté et que nous avions tort. Et cette chanson qui clamait sa haute supériorité sur tout le monde, son statut de roi, nous l'entendons comme pour la première fois. Nous entendons tout le courage, toute la détermination, toute la tragédie qu'il y a derrière. Parce que personne n'est roi. JJ le sait. Mais il sait qu'il doit survivre, et c'est la voie qu'il a trouvée. Voilà, c'était notre top 10 des personnages qui, soit dans leur conception, soit dans leurs caractéristiques, soit dans leur développement, ont tout pour être insupportables, mais dont un petit détail va par surprise faire le personnage préféré des spectateurs. Il y en a d'autres. Beaucoup d'autres. Il a fallu faire une sélection. Et croyez-nous, ça nous a brisé le cœur d'écarter Sir Brez, qui devrait être une sorte de cliché offensant, mais qui est tellement badass que ça l'est pas, ou Cartman, dont le caractère odieux est tellement over the top qu'il en perd tout son caractère nuisible. Ça va, on a compris. Que nous apprennent ces personnages qu'on devrait détester et qu'on adore? La relativité, je pense. On a tendance à penser qu'il y a des caractéristiques qui sont rédhibitoires et impardonnables. Or, au bout de 12 ans de visionnage de dessins animés, je pense que nous pouvons affirmer sans trop prendre de risques que si, oui, il y a des recettes plus foireuses que d'autres, il y en a peu qui ne soient pas possibles d'utiliser intelligemment. Étant donné les exemples que nous avons cités, on pourrait dire que l'essentiel est de trouver un moyen pour que ces recettes foireuses se rendent quand même utiles, voire nécessaires au scénario. Il faut faire en sorte que ce qu'est la série, elle le soit grâce à ces recettes, pas indépendamment d'elle, et surtout pas malgré elle. S'interroger sur quelles circonstances pourraient rendre tel ou tel type de personnage appréciable plutôt que détestable est la garantie de conquérir le cœur du spectateur en le surprenant et de faire des dessins animés qui méritent qu'on s'en souvienne. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait, tel qu'il est, il me plaît.